Pierre-Hilaire, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur l'antenne du Cercle des Volontaires. Aujourd'hui, Lissandro et moi-même, Jonathan, sont là pour vous interviewer. On va aborder avec vous quelques questions d'actualité, avec, pour commencer, un texte dont vous parlez depuis plusieurs années et qui est actuellement à l'étude. Voilà, vous voyez déjà de quoi je veux parler. Il s'agit du marché transatlantique. Non. Alors, que pouvez-vous nous dire sur le marché transatlantique ? Alors, que le marché transatlantique, c'est la mise à mort définitive, dans ce sens que c'est le couvre-chef, j'appelle ça le couvre-chef. Voyez-vous, je me rappelle d'une conférence que j'ai faite en avril 2005 à Nice. C'était au moment de la mort du pape Jean-Paul II. Et j'étais dans le train en train de préparer ma conférence, parce que je n'avais rien préparé, je m'étais pêché. Et il y avait une jeune fille à côté, assise à côté de moi. Et jetais un petit coup d'œil, et je parlais à l'époque, je voulais évoquer dans cette conférence de 2005 le marché transatlantique, puisque je l'avais expliqué dans mon livre sorti un an avant, en 2004, la décomposition des nations européennes, avec le sous-titre de l'Union euro-atlantique à l'état mondial. Et 2005, c'est donc l'année où on a traité Giscard, refusé par les Français et les Hollandais, et à l'époque, on disait que l'Europe ferait contrepoids aux États-Unis. Et cette jeune fille qui me regardait écrire mes notes, à la fin m'avait posé la question, c'était donc au moment du référendum, et je lui avais dit que c'était de la foutaise, contrepoids, mais non, ce n'était pas un contrepoids, puisque la construction européenne n'était qu'une étape, la finalité c'était d'associer l'Union européenne aux États-Unis et en fait même l'Amérique du Nord. Et donc quand on parlait de l'Europe contrepoids, c'était un mensonge. Et elle l'avait acquiescé parce que je lui avais apporté des arguments, mais enfin il faut se mettre aussi à la place de la personne qui ne connaît pas, qui était à des années-lumière et donc qui était un peu dubitative. Voilà, cette Europe contrepoids, maintenant on sait très bien que c'est un attrape-nigo et que l'objectif qui a toujours été voulu, c'est d'associer, c'est même pas associer, c'est soumettre l'Europe, l'Union européenne, aux normes américaines. Je rappelle que ce bloc euro-atlantique, le marché transatlantique, c'est à peu près 40% du PIB mondial, à peu près 700 milliards d'échanges de dollars en biens et services, et que donc ce poids fait avec des normes communes, identiques, dans tout le domaine agricole, industriel, fait que ces normes seront la référence pour le monde entier, entre autres pour la Chine, parce qu'il y a un tel poids que connaît, primus inter pares, fait que le plus lourd impose c'est pas le Bangladesh qui impose ces normes, c'est toujours la même histoire, c'est celui qui est le plus fort qui... je suis plus fort donc j'ai raison. C'est la loi de la jungle, en gros. Et que les normes américaines dans tous les domaines vont imposer un libéralisme effréné, échevelé, une privatisation de tous les domaines, et que les seules personnes intéressantes de ce bloc euro-atlantique, ce sont les personnes économiquement valables, utiles, rentables, et que toute personne présentant des faiblesses, soit de santé, soit d'âge, peu importe les faiblesses, des faiblesses en tout cas pas intéressantes, dégageront et pourront crever. Voilà. Il y a un film qui va sortir dans peu de temps, au mois d'août je crois, avec Matt Damon, Elysium, enfin il y a Élysée, c'est Elysium, un truc comme ça, et on montre la cité ultramoderne, et puis les alentours, la jungle urbaine, où les gens vivent, ou plutôt survivent. C'est ça en fait, c'est un groupe rentable, utile, et le reste c'est démerdez-y, démerdez-vous, voilà. Ce marché transatlantique, je l'ai vu il y a 10 ans. Après, qu'est-ce que vous pensez des pinaillages qu'il y a sur l'exception culturelle française ? On a entendu Barroso dire que la France était réactionnaire parce qu'elle réclamait cette exception culturelle. Est-ce que pour vous c'est un arbre qui cache la forêt ? Oui, alors déjà, le coup de l'exception culturelle, j'ai envie de dire, mais pourquoi il n'y aurait que les artistes à avoir droit à une exception culturelle ? Surtout que ces artistes français qui se proclament citoyens du monde, là, tout d'un coup, ils voudraient être protégés, parce que l'ouverture a des limites. C'est dogmatique. D'ailleurs, c'est ce que je racontais dans mon dernier article sur le site de Boulevard Voltaire de Robert Ménard, citoyen du monde, mais tant qu'on ne touche pas au portefeuille, quand même, là, quand on touche à ses intérêts, tout de suite, hop, d'un coup, on met des barrières. Bon.
Et puis j'ai envie de dire, à l'exception culturelle, mais je ne vois pas pourquoi les ouvriers n'auraient pas le droit à une exception, les paysans, les employés, les fonctionnaires, le secteur public, il y a des gens qui sont plus égaux que d'autres, enfin bon. Donc oui, il faut pas se leurrer, le coût de l'exception culturelle, même si à première vue on semble avoir obtenu des garanties, vous savez, à partir du moment où vous avez le pays qui a le plus d'influence, qui impose sa loi, il va réussir avec le temps à éroder. Et donc ces principes vont, façon coquille vide, vont être... Oui, donc c'est une exception culturelle temporaire. Puis je veux dire, sauf exception, quand on voit les films qui sortent, ou l'exception culturelle, sauf exception, sincèrement, je préfère le vide. Hein. Alors dans l'actualité européenne toujours, on a la Croatie qui vient d'entrer dans l'Union. Comment vous analysez cette entrée? On a comme un corbillard. Vous savez, ça fait penser à un type, le Titanic, qui quitte les côtes anglaises pour se diriger vers l'Amérique du Nord. Et puis il y a un passager qui finalement devait embarquer dans un Titanic qui est arrivé en retard. Mais c'est un passager qui est très riche et on lui accorde une petite navette, un bateau qui va courir à toute allure, récupérer, rattraper la distance et pouvoir entrer dans le bateau qui sont engagés sur l'Atlantique. Bon, ben, ils couleront. Le 28e État a coulé. C'est vraiment pauvres gens. Le bateau européen en train de couler, le système en train de couler, et ils viennent nous rejoindre. C'eût été un privilège pour eux de rester en dehors. Déjà, même le bateau qui coule, vous savez, c'est une question d'ordre physique. Quand un bateau coule, il y a un effet d'aspiration d'entonnoir, comme dans un lavabo. Donc même les pays qui ne font pas partie de l'Union européenne subiront les dégâts. Alors ne parlons pas de ceux qui sont dedans. Donc, corbillard pour la Croatie, voilà, 28e mort. On a pu observer des scènes de liesse en Croatie récemment dans les médias. C'est pourtant très étonnant de voir de telles scènes. Pourtant, les Croates ne voient pas ce qui se passe chez leurs voisins. Si on les filme pas, vous savez, si on fait venir des gens, des figurants, façon Potemkin, si on les paye, si on braque les caméras sur quelques personnes bien, on fait croire que... mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de Croates qui sont contre. Et puis je rappelle que l'intégration de la Croatie, le référendum, il y a 22% qui ont voté, je ne sais plus le chiffre, bref, pour moi il n'y a même pas de légalité démocratique. S'il y avait, pour moi le minimum de légalité démocratique, c'est au moins 50% de participants et 50% plus 1 en faveur de l'intégration. Il n'y a même pas ça, tous les dés sont pipés, donc oui. Très bon avec nous. D'accord. Alors, on vient de voir donc l'Union européenne, qui est le prototype le plus avancé de construction de blocs continentaux. Vous avez également parlé du bloc nord-américain. Mais qu'en est-il ? En cours de préparation. Hein. Donc c'est pour 2015, 2016, par là ? Alors, non, même pas. En théorie, il devait voir le jour en 2010. Dans les documents, la communauté nord-américaine, tous les textes officiels en 3 langues, français, anglais, espagnol, sont sur le site du CFR, le Council of Foreign Relations, pour les personnes curieuses, c'est-à-dire très peu de personnes, eh bien, vous tapez CFR, Council of Foreign Relations, et vous allez dans la communauté nord-américaine, North American Community, vous avez en 3 langues, le français, pour les Canadiens français, et en théorie, c'était 2010. Mais, aussi, il ne faut pas s'exciter, toujours quelques décalages, et le fait que l'économie américaine soit moribonde. Il y a quelques jours de ça, Bernanke, le patron de la Fed, a évoqué une possibilité d'arrêt d'injection de dollars. La Fed injecte 85 milliards de dollars par mois dans l'économie américaine, dans le système bancaire. Déjà, ça a provoqué une panique. Le système va s'écrouler. Et je pense que le coût des États-Unis, cette création de blocs nord-américains ne peut voir le jour qu'après un événement grandiose, une crise économique, vraiment l'effondrement, c'est-à-dire vraiment tout s'écroule, ou un attentat terroriste méga, ou vraiment la conjugaison de tout ça. D'ailleurs, c'est révélateur dans mon livre La marche irrésistible du nouvel ordre mondial. Vous avez, j'ai mis le document d'origine en anglais avec la source, le paragraphe 1076 du John Warner Act,
qui prévoit la loi Marcia aux États-Unis. Tous les cas sont passés en revue. Une crise économique gravissime, un coup d'État, un cataclysme climatique. Enfin bref, tous les cas possibles et inimaginables sont prévus, donc au moins il suffit qu'il y en ait un, c'est bon. Voilà, donc soyons patients, ça viendra. D'accord. Alors, donc vous venez de parler du bloc américain, nord-américain, oui, du bloc européen en préparation. Je rappelle le billet de 10-20 euros, regardez, le pont qui part de l'Europe, il va vers l'ouest, pas l'Amérique centrale, pas l'Amérique du Sud, pas l'Antarctique, Madagascar, il va directement à l'Amérique du Nord. C'est le fameux pont qui va relier le bloc nord-américain à l'Europe, l'Angleterre faisant le pont entre les deux. Voilà, c'est la chose qu'ils veulent mettre en place. En théorie, c'est fait. En pratique, point d'interrogation, parce que c'est quand même un réglage, sachant que les choses, ils discutent du marché transatlantique à partir du lundi 8 juillet. Et en arrière-fond, il faut voir aussi la monnaie transatlantique, parce qu'à partir du moment où on établit un bloc unifié avec toutes les normes communes, vraiment un marché unique, il faut une monnaie unique, ou en tout cas peut-être deux monnaies, mais à parité fixe. Je rappelle les propos de la Fondation Bertelsmann, en fait, propos des travaux anglo-saxons et allemands, de Bertelsmann, son livre sorti en 2004, où ils disent, ce sont les textes officiels, d'établir entre la BCE et la Fed, je cite, une arène monétaire. Une arène, par définition, est un lieu clos. Monétaire, monétaire, c'est la monnaie. Donc une arène monétaire, c'est une monnaie transatlantique ou l'équivalent. Enfin bon. Et puis l'arène, ça renvoie aussi au combat. Voilà. Ah oui, avec un vainqueur et puis. Mais là, c'est l'Européen qui va en prendre plein figure. Et le Français en particulier. Donc ça, c'est pour le prototype le plus avancé. Donc l'Union européenne est le projet en cours du bloc continental nord-américain, mais on vous entend assez peu vous exprimer sur les autres blocs continentaux. Oui, bien sûr. Donc qu'en est-il donc de l'avancée de l'unification du bloc continental africain, d'Amérique du Sud et asiatique? Alors l'Amérique du Sud, il y a l'UNASUR, ça a été lancé en 2008-2009, je ne sais plus la date, enfin, je veux dire, il y a une forme de saturation, la chose a été lancée. D'ailleurs, les choses ont été bien lancées, puisque, en plus de la création du bloc sud-américain, l'UNASUR, avec Parlement sud-américain en vue, nationalité sud-américaine, monnaie sud-américaine, parce qu'ils évoquent pour la monnaie sud-américaine, avant l'euro, c'était l'écu. Eh bien, il y a donc une période transitoire, et pour l'Amérique du Sud, ils prévoient ce qu'ils appellent le sucre. Système unitaire de compensation, je ne sais plus quoi, qui est l'équivalent de l'écu avant de passer à une monnaie véritable, l'euro, un euro sud-américain, peu importe le nom, et le sucre, en fait, c'est le nom aussi, il joue sur deux choses, le nom d'un lieutenant, qui s'appelait le lieutenant, je ne sais plus son prénom, mais le lieutenant Sucre, qui était au service de Simon Bolivar, qui est grand maçon devant l'être suprême. Donc tout ça, c'est toujours... le hasard. Donc voilà, bon, vous avez fin 2011 l'ami Poutine qui a lancé l'Union eurasiatique, comme il dit, supranationale, c'est le mot qui tue, faisant le pont entre l'Union européenne et le monde asiatique. Puis le monde asiatique, vous avez aussi des tentatives. Le problème, c'est la répartition des tâches entre la Chine et le Japon. Et là, le meilleur gagne. Et pour ce qui est de l'Afrique? L'Afrique, c'est fait. Vous avez l'Union africaine. Et le siège est à Addis Abeba, en Éthiopie. Pourquoi l'Éthiopie? Parce que c'est la seule zone qui n'a pas connu une occupation coloniale. Européenne, allemande, anglaise, il y a eu une tentative italienne, mais ça a été tellement réduit que, ma foi, on oublie. Voilà. Donc oui. Et puis, bon, une chose aussi qu'il faut rajouter, en plus du bloc marché transatlantique, qui est vraiment l'élément clé, vous avez aussi la mise en place du marché transpacifique, qui touche donc les États-Unis, mais aussi l'Australie, le Pérou, peut-être le Vietnam, mais ça a moins de poids, pas la Chine évidemment, moins de poids que le marché transatlantique, et je pense toujours aux prises multiples. Prises multiples, Amérique du Nord, Union européenne, ensuite prises multiples, Amérique du Nord et les différents pays de l'océan Pacifique. Et à la fin, ces prises multiples forment un tout gouvernance mondiale. C'est toujours par étapes. Mais le projet, c'est de penser au principe du jeu mécano. Voilà, c'est par étapes. Voilà. Je suis un peu blasé, le truc, oui. Depuis des années que je connais ça, un peu saturé du truc. Bon, rien de neuf, quoi. Alors, on va rester sur le continent africain et dans l'actualité. On vient de voir en Égypte
Mohamed Morsi qui a été dégagé pour prendre les mots des manifestants lors de la précédente révolution. Exactement, par l'armée. Oui. Et le peuple, il y avait quand même quelques millions d'Égyptiens dans la rue, la plus grande manifestation de toute l'histoire de l'humanité, a priori. Quelle est votre analyse de la situation en Égypte? La maçonnerie égyptienne joue un rôle. Alors que les frères musulmans sont eux-mêmes issus de la franc-maçonnerie? Vous savez, vous avez des liens plus ou moins subtils, des liens humains, professionnels, voire même familiaux. Et puis tous ces événements qui touchent l'Égypte et puis tous les pays du Proche-Orient à différents degrés, la Tunisie, etc. Tous ces événements ne sont pas le fruit du hasard, c'est cette volonté de décomposition, de déstabilisation d'abord de ces États. Je rappelle toujours ce document absolument extraordinaire que j'évoque dans mon livre La marche résistique du nouvel ordre mondial. Vous avez ce document de 1982 de ce fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères israélien qui s'appelait Oded Yinon, qui a publié dans la revue de l'Organisation sioniste mondiale, dans la revue Kivunim, que je cite dans mon livre avec les références numéros, puis avec toute la liste du comité de rédaction de la revue, comme ça je donne tous les noms pour ceux qui veulent vérifier, qui en 1982 annonçait la volonté de déstabiliser entre autres l'Égypte, avec création d'un État copte au niveau du delta du Nil, afin de scinder l'Égypte en différents morceaux, mais il disait la même chose pour la Syrie, avec une zone alawite, sunnite, etc. Et puis en 1982, il évoquait aussi la création d'un Irak en 3 zones, l'Irak chiite, sunnite et kurde. En 82, ça n'avait pas beaucoup de sens, quand on voit ça en 2013, en début juillet 2013, on est en plein dedans. Et cette information a été, à l'origine, qui a été écrite en hébreu, a été traduite de l'hébreu en anglais à l'époque, en 1982, par le président de la Ligue israélienne des droits de l'homme, Israël Shaak, qui a donc traduit, et donc c'est comme ça qu'on peut bien connaître la chose. Et puis il a eu là aussi l'intelligence de mettre dans ce petit document que j'ai à titre personnel la carte du Grand Israël rédigée par Theodor Herzl et le rabbin Fishman. Il met les références, les sources carte du Grand Israël qui vont des rives du Nil jusqu'aux rives de l'Euphrate. Et ce document que j'ai mis dans la réédition de mon livre La marche résistique montre bien que tous ces événements aide à l'édification d'un grand Israël qui est lui-même peut-être victime, si ce n'est plus victime du nouvel ordre mondial, parce que Israël peut être sacrifié sur l'autel comme un holocauste à Yahvé pour accélérer les choses. C'est le principe de Luria, Isaac Luria ou Sabbat Haïsvi ou Jacob Frank, la rédemption par le péché, c'est-à-dire plus le mal est grand, plus le sacrifice est grand, plus il plaît à Dieu, dans leur esprit tordu, je ne défends pas cette théorie loin de là, et plus on peut atteindre un idéal, donc quitte à sacrifier une partie des leurs, ce qui est absolument odieux comme mentalité. Effectivement, on a vu qu'une des premières mesures du nouveau pouvoir en place a été de couper les points de ravitaillement de la bande de Gaza. Donc ça va dans le sens de votre créer le chaos, de votre théorie. On va passer à l'islam, de l'islam au catholicisme, et on va parler du pape François Ier, qui a été nommé il y a de cela quelques semaines. Alors, 13 mars très précisément, donc 3 mois environ, un peu plus. Donc quel est votre avis sur le pape François Ier? Est-il, comme bon nombre de ses prédécesseurs, un pion du mondialisme? Alors je rappelle, lorsque le cardinal Bergoglio a été élu pape le 13 mars 2013, sauf si la chose a été enlevée, le site des Naïbrides d'Argentine félicite le pape, le cardinal Bergoglio, donc de son arrivée sur le trône de Saint-Pierre. Il est quand même absolument anormal que les Naïbrides, franc-maçonnerie juive, félicitent le pape, en sachant que la franc-maçonnerie a toujours été condamnée par l'Église depuis 1738 par le pape Clément XII et par tous les papes ensuite. Et la synagogue a toujours été l'ennemi juré du catholicisme depuis 2000 ans. Là, on a la réunion des deux. C'est ce que j'appelle le tube Nestlé, le concentré. Eh bien, quand vous avez le tube Nestlé, l'ennemi qui félicite
l'Église catholique de l'élection du pape François, j'aurais tendance, c'est même pas une tendance, à dire oui, c'est que vraiment ça cloche. Bon, cardinal Bergoglio aussi, quand il était donc en Argentine, a participé à la fête d'Hanouka. Il a aussi écrit un livre qui a été traduit de l'espagnol en français, où il dialogue avec un rabbin. Un rabbin, j'ai le livre, enfin je viens de l'avoir, j'ai pas eu encore le temps de le lire. Le rabbin Charca, enfin non, bon. Et d'après ce qu'on m'a dit, ce cardinal Bergoglio, à l'époque, parlait de ce rabbin en disant que c'était son maître. Ce qui est quand même embêtant pour le successeur de Saint-Pierre, puisque normalement, la synagogue est fermée depuis 2000 ans. Si on est catholique, Christ et Messie, il faut être logique. Même quand on n'est pas croyant ou d'une autre religion, il faut toujours rentrer dans la logique du système. À partir du moment où on est catholique, écoutez, le reste, il a fait son temps. D'ailleurs, la France, dans cette histoire, est devenue l'Israël du Nouveau Testament, puisqu'Israël n'a pas reconnu le Christ comme le Messie. C'est d'où cette généalogie des rois de France, qui sont l'émanation, l'autre branche davidique de l'Israël du Nouveau Testament, et son élimination le 21 janvier 1793. Tout ça, ça va ensemble. Mais il n'y a que quelques personnes qui peuvent comprendre ça, et les autres, on fait des chips. Alors on va rester dans le monde du catholicisme, avec le mouvement des veilleurs, puisque le Cercle des volontaires suit depuis quelques jours ce mouvement. Quelle est votre analyse des veilleurs ? Avec l'affaire de Nicolas, qui a été incarcéré, 4 mois de prison, dont 2 à temps plein, si je puis dire. De manière arbitraire, il faut le rappeler. Oui. Nous avons eu la casse au niveau du Trocadéro, des vitres, des magasins pillés, des voitures détruites, etc. Et ceux qui ont fait ça n'ont pas eu le 10e de ce que ce garçon, Nicolas Bus, je ne sais plus son nom exactement, a connu. Pour le Trocadéro, il y a eu une dizaine d'interpellations, voilà. Mais rien de plus, voilà. Ils ont été relaxés. Voilà, et je crois qu'ils ont eu quelques petites remontrances, c'est pas bien, tout à fait. Cucu, même pas Pampan Cucu d'ailleurs. Et puis vous avez aussi ce groupe qui a attaqué le RERD, eux aussi, ils ont eu des petites remarques, des admonestations, pour reprendre un terme très... Et ce garçon, ce Nicolas, qui d'abord a le droit de s'opposer au mariage homosexuel, qui n'a pas fait le 10e de dégâts, qui lui, il a plein dans les dents, 2 mois de prison. Heureusement pour lui, d'après ce que j'ai entendu, il est à l'isolement. Enfin, en tout cas, il est séparé des autres, et vaut mieux parce que les autres, c'est pas joli. Il a été arrêté sur un motif de contestation et de refus de se soumettre d'ADN, etc. d'ADN, oui, parce que maintenant Big Brother, on voit avec Prims, le coup des États-Unis, Tempora pour l'Angleterre, et puis tout ce qui se passe en France, et même un article du Monde qui a évoqué le sujet. On est fliqué dans tous les domaines, que ce soit les courriels, Internet, tout ce qu'on... Oui, il n'y a pas de surprise, mais arrêtez de jouer la comédie de la liberté, du respect de l'individu. Non, on est... en gros, ils savent quand on tire la chasse d'eau. Voilà, donc on est surveillé, c'est... Oui, c'est la dictature qui se met en place. Et donc pour en revenir au mouvement des veilleurs qui a émergé suite à l'arrestation de Nicolas, quelle est votre analyse, votre point de vue ? Je ne peux qu'être d'accord avec eux et les soutenir. Oui, c'est une réaction... Mais je rappelle ce que je disais tout à l'heure au sujet des principes de 89, c'est que ces veilleurs et les personnes qui les entourent, qui comprennent que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la conséquence logique, naturelle, des principes de 89. Donc on ne peut pas s'appuyer sur les principes de 89, chanter la Marseillaise, bonnet phrygien, tout ce que vous voulez se dire pour la République qui s'appuie sur le principe de 89, et en même temps s'opposer à tous ces styles de mariage et autres, parce que les principes de 89 sont délétères, c'est l'homme-dieu, et l'immigration va de pair avec ça, parce qu'à partir du moment où vous défendez le principe de l'homme débarrassé de toute racine. Je rappelle que les départements français ont été faits à l'origine pour déraciner, faire créer un homme uniformisé. À l'époque, c'était même une France en damier. Bon. C'est donc pour créer un homme indifférencié, et la République universelle de Anarchasitz Klotz
de 1792 rentre bien dans cette histoire, donc créer des hommes indifférenciés. Donc le français peut être de toutes les origines, c'est-à-dire que l'immigration extra-européenne qui était organisée et voulue, c'est fait pour détruire l'unité des États, de la France, mais aussi de l'Europe, pour créer un conglomérat, une mosaïque de populations qui détruisent les caractéristiques propres des États européens. Et les principes de 89 sont dans cette logique, c'est créer une humanité indifférenciée. Je dis quelquefois, il faut savoir faire le mal. Et quand on veut faire le mal, quand on a bien compris les principes de 89, soit on y adhère, mais à ce moment-là on accepte toutes les conséquences et on pratique les conséquences philosophiques de ces principes auxquels on adhère, soit on s'y oppose. À partir du moment où on est pour le principe 89, on doit être favorable à tout, parce que c'est la porte ouverte à tous les dérives. Et in fine, est-ce que vous pensez que les veilleurs et que Nicolas auront gain de cause? Peut-être qu'ils auront... Nicolas, il fera ses 2 mois de tôle, mais ça ne sera sûrement pas le dernier. Et les choses vont aller en s'aggravant, parce que le système, c'est Payon qui dernièrement disait que, je ne me souviens plus exactement, Vincent Payon, que le frein, le blocage, je ne sais plus le terme exact utilisé au bon développement de la société, c'était le catholicisme. Alors déjà, le catholicisme de l'Église conciliaire, c'est déjà de la vérole, mais j'ai envie de dire, mais pourquoi vous ne dites pas le judaïsme, pourquoi pas l'islam, pourquoi il n'y aurait que le catholicisme à poser problème? Imaginez, il aurait dit la même chose en parlant du judaïsme ou en parlant de l'islam. Ça aurait sûrement provoqué un tollé. Eh ben, le fond de l'histoire est toujours religieux. C'est le fond et le fond de l'histoire, c'est une lutte à mort de la synagogue contre l'Église. C'est ça le fond de l'histoire. Et tous les dérivés, toutes les conséquences. Et ça, les gens ne l'ont pas compris, ne veulent pas le comprendre. On vit une époque extraordinaire. Et cette époque extraordinaire ne peut être comprise que par quelques personnes. Je suis désolé de le dire, mais les événements sont trop hauts et la masse est à l'esprit, comment dire, trop terre à terre. Je dis toujours, vous avez des grands génies en musique, en littérature, en peinture, mais tout le monde ne s'appelle pas Beethoven, ne s'appelle pas Tchaïkovski, ne s'appelle pas Rembrandt, ne s'appelle pas Michel-Ange. Certains peuvent les imiter un peu, et le reste, est médiocre. La nature est aristocratique, dans ce sens que la nature produit toujours des êtres, peu importe l'origine sociale, peu importe le niveau d'études, peu importe la couleur de peau, des êtres qui sortent du lot. Ça sera toujours comme ça. La nature est inégalitaire et on ne confie jamais le pouvoir à des gens qui pensent de manière basse et qui représentent la majorité de la population. Sinon, c'est la chute d'un pays, c'est ce qu'on voit actuellement. Et on vit une époque extraordinaire avec des gens qui n'ont pas la capacité, parce que la nature, vous voyez, il y a des chats de race, il y a des chats de gouttière. Alors, chat de gouttière, vous pouvez le laver, vous pouvez le brosser, le poil sera un peu plus brillant, un peu plus soyeux, mais c'est un chat de gouttière. C'est un déterminisme assez pessimiste quand même. Est-ce que vous avez le niveau de Beethoven, de Shakespeare, d'un Napoléon Ier? Je parle de mais là, on parle de génie. C'est des gens exceptionnels. Là, je prends des cas extraordinaires qui ont marqué, mais vous avez dans tous les couches de la société, dans tous les domaines politiques, scientifiques. On parle toujours d'Einstein, en fait, il faudrait parler de Poincaré. Louis Poincaré, c'est Louis, je crois, son prénom, je ne sais plus son prénom. Mais vous avez, c'est triste à dire, mais je pense par exemple au site Égalité Réconciliation, qui balance des informations très intéressantes et qui permet aussi la diffusion d'informations intéressantes. Mais les personnes qui s'y intéressent ne sont pas des millions. Je crois que le site est visité à raison de 60 000 ou 70 000 visites par mois. J'avais vu un truc de ce style-là. Peut-être que je me trompe, que si je me trompe, qu'ils n'en veuillent pas, mais enfin, en tout cas, c'est un site qui est fréquenté. Mais on ne peut pas dire que ce soit des millions de personnes.
Pourtant, ils n'inventent pas, ils ne mentent pas, ils mettent des informations. Grâce à eux, j'ai pu diffuser des informations. La nature humaine n'est pas faite pour les grandes choses. Elle est faite pour des choses de la vie de tous les jours. Alors quand c'est dans un cadre sain, dans le sens SAIN, solide, tant mieux. Mais si le cadre est pourri, les gens vont continuer. Durant la Seconde Guerre mondiale, vous avez l'occupation, vous avez une minorité qui a résisté, vraiment de patriotes qui étaient prêts à sacrifier leur vie, une minorité qui a collaboré, puis vous avez la masse qui a vivoté. Mais quand je dis la masse, le grand bourgeois comme le paysan, peu importe l'origine. La nature humaine est ainsi faite, peu importe la couleur de peau. Voilà, c'est comme ça. Et donc, le système, il gagne aussi parce que, il gagne pour le moment, et j'ai la vertu d'espérance que la roue tourne en notre faveur. Sinon, je ne ferai rien. Ça, si je ne m'emmerderai pas à 23 heures passées, après avoir bu quelques verres d'eau. Voilà, avec vous d'ailleurs, avec vous. Comme ça, on est ensemble, c'est pas bien balancé. Je craque. Mais non, de blague à part, si vraiment j'avais pas cette vertu d'espérance, je ne m'emmerderais pas à faire des bouquins, à faire des conférences, me faire mal voir, et avoir plus d'emmerde que bon. Mais il n'empêche, je sais qu'il n'y a qu'une poignée qui est capable de comprendre, de saisir, comme il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, voilà. On a deux hommes politiques en Europe qui réclament, qui sont très eurosceptiques et eurocritiques. On a notamment Nigel Farage au Royaume-Uni et François Asselineau en France. Quelle est votre opinion, si vous en avez une, sur ces deux personnalités? Alors, François Asselineau, c'est vite vu, il s'oppose d'une manière radicale à l'Union européenne, il veut que la France sorte. Je suis entièrement d'accord avec lui. Tord le cou à l'Union européenne, enfin bref, la France récupère ses billes dans tous les domaines. C'est vraiment, après tout, on est pour le divorce. Pourquoi on ne divorcerait pas l'Union européenne? Pourquoi les gens auraient le droit de divorcer, mais la France qui divorce l'Union européenne? Pourquoi c'est pas possible là? Le divorce existe, écoutez, moi je l'applique au niveau d'un pays, rupture, on ne veut pas dormir dans le même lit, 28 ensemble dans un même plumard, c'est une partout, c'est un coup de stock généralisé. Non, moi j'ai envie de dormir seul. Mais c'est vrai, qu'est-ce qu'on nous propose? On nous propose une vie à 28. Mais j'ai envie de dire, mais c'est quoi ce côté hippie, on vit ensemble, on partage tout ensemble, et jusqu'au plumard. J'ai envie de dire, mais j'ai pas envie. Ah non, si, faut dormir avec les 27 autres. Mais ça va, non voilà, en fait, je plaisante qu'à moitié, mais le fond est juste, il y a ce refus de normes, on fait pas n'importe quoi, voilà, on se marie pas avec n'importe qui, on se marie pas à 3 à 4, on se marie pas avec des chiens, il y a une coopération entre États, une coopération qui peut être très étroite, mais qu'il faut tout à fait encourager, ça va de soi. Mais de là tout partager, c'est comme si avec ses voisins on dit bon écoutez, je viens avec vous parce que là je suis en train de laver mes draps, ils sont en train de sécher, ça vous gêne pas? Non mais ça va, non? Voilà, donc c'est en fait le dérèglement qu'on voit, auquel on assiste actuellement, touche tous les niveaux et jusqu'aux relations entre les États. C'est du Woodstock, c'est 69 dans la boue et la reniflette qui va avec. Bon, mais ça les hommes politiques connaissent. Alors, juste avant de parler de Nigel Farage, juste pour préciser, vous avez parlé du point du programme d'Asselineau qui prévoyait à la France de sortir de l'Union européenne, mais également pour souligner que dans son programme, il est dit qu'il souhaiterait que la France quitte également l'euro, mais aussi l'OTAN. Oui, évidemment, l'OTAN, ce sont les États-Unis. Oui, il est tout à fait logique, et là je le rejoins entièrement, c'est on divorce. Moi j'ai envie de dire, le divorce est reconnu, on l'applique. Je divorce de l'OTAN. Je divorce de l'euro, je divorce de l'Union européenne, voilà. Et j'encourage les autres à divorcer. Comme ça, je ne serai pas seul. Et concernant Nigel Farage? Nigel Farage, dès que je l'entends, ses critiques très bien présentées, où il fait bondir d'horreur Martin Schulz, qui est un idéologue allemand de la pire espèce, qui a bien défini Van Rompuy, président du Conseil européen, en parlant de son charisme celui d'une serpillière humide, qui est extraordinaire comme formule, c'est vrai. Il a eu des problèmes pour ça d'ailleurs. Oui, il y a eu un accident d'avion, en plus, comment il s'appelle, Nigel Farage, il s'en est sorti.
Mais quelquefois, quand au coup de l'accident d'avion, je me suis demandé s'il n'y avait pas un petit boulon qui était obligé d'être... Vous savez, ces choses-là... Bon, alors, en contrepartie, j'ai entendu que Nigel Farage serait soutenu par la City. Et ça, c'est pas un bon point. Parce que le mondialisme n'est pas une famille unifiée. Il y a des rivalités internes. Comme au sein du judaïsme, ils se tirent dans les pattes. Ce qu'on voit actuellement, les rivalités entre la Russie de Poutine, Washington, Israël, et puis le monde occidental avec la Syrie, la base russe de Tartous, c'est en fait une rivalité entre les éléments autour de Poutine, qui sont dans les oligarques en grande partie juifs, qui défendent une part de leur beefsteak, qui s'opposent aux intérêts juifs nord-américains, comme israéliens, comme de l'Europe occidentale. C'est en fait une opposition, des rivalités sur le partage du gâteau et des sphères d'influence. C'est ça. Le mot russe, le mot américain, le mot israélien n'est que le papier d'emballage. Voilà, aux Français, ce sont des rivalités internes au sein du courant, de ces différents courants du judaïsme qui veulent une part du gâteau. Pour le moment, ils se tapent dessus. Les rivalités sont terribles entre eux. Vous savez, le coup de la création de l'État d'Israël, création sioniste, mais vous avez une part importante du judaïsme qui s'est opposée du judaïsme religieux, mais il continue d'ailleurs à s'opposer farouchement. Il y a des luttes, il ne faut pas voir ça comme un bloc monolithique, mais c'est exactement pareil. Ça se dit peut-être pas, mais il faut arrêter de se voiler la face. Ce n'est pas insultant que de dire que la plupart des oligarques qui entourent Poutine sont juifs d'origine. Ce n'est ni bien ni mal, c'est un constat, voire une influence, et se dire mais pourquoi ces gens qui ont la même origine s'opposent à leurs coreligionnaires de nationalité américaine, anglaise, si vous voulez, française. Pourquoi? Parce qu'il y a des intérêts. Et c'est Verflechtung, l'entrelac, comme disaient les Allemands. Voilà, ce sont des rivalités de pouvoir, d'intérêt, Et pour le moment, ils n'ont pas réussi à s'entendre sur le partage du gâteau. Très bien, on vous remercie. On va vous poser une dernière petite question conclusive qui nous a été posée aussi sur Internet. Concernant les droits de l'homme, qu'est-ce que vous en pensez et quelle crédibilité vous donnez à ces droits de l'homme? Droits de l'homme, c'est d'abord, on parle de plus en plus de la religion des droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est conséquence de 89, bon, ça c'est enfoncer les portes ouvertes. Mais à partir du moment où vous avez. C'est pas facile de répondre en quelques minutes, mais je vais quand même essayer de le faire. 89 est une bascule dans le sens que c'est la disparition d'un intermédiaire dans le noachisme. Je ne fais que reprendre leur terme, c'est les intermédiaires doivent disparaître, que ce soit dans le domaine temporel et spirituel. Temporel, c'est fait 21 janvier 1793, c'est un intermédiaire qui disparaît, qui déjà préparé avec le tiers-état se déclarant assemblée constituante le 17 juin 1789. Bon. Donc il faut couper les liens qui relient le ciel à la terre, soit dans le domaine temporel ou spirituel. Pour remplacer par quoi? Par autre chose qui correspond à un idéal talmudique, qui est une vision, elle, terrestre, pour les non-juifs, les gentils, le peuple juif prenant la place de l'intermédiaire qui a été effacé dans les générations précédentes. Et dans le cas du noachisme, cet intermédiaire, le peuple juif, peuple prêtre, entre le Dieu unique, l'élément capital, et le reste de l'humanité. Et donc les droits de l'homme rentrent parfaitement dans cette mouvance du noachisme. Les droits de l'homme, c'est l'émanation du noachisme. Les droits de l'homme sont absolument contraires au catholicisme. Je vous cite un exemple. La liberté de 89, des principes de 89, et la liberté selon le principe catholique. La liberté, selon les principes de 89, c'est faire ce qu'on veut, puisqu'on met sa propre loi, sa propre référence, toujours et qu'on décide donc, en toute logique, mariage, tout ce que vous voulez, avec les chiens, les chats, à 3, à 4, tous les combinaisons possibles et inimaginables, mariage et le reste. Tant que ça ne gêne pas son voisin, tant que ça n'a... Bon, écoutez, c'est l'individualisme forcené. C'est ça la liberté, selon le principe de 89. Bon. Dans le principe catholique, la liberté, c'est de faire un bien défini par ce qui est défini par l'Église catholique, le Christ à l'origine, et ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose qui ne va pas nuire à son voisin qu'on a le droit de le faire. C'est la grande différence. C'est-à-dire que même si je vis à 3, un mariage à 3 ou à 4,
eh bien, même si ça ne gêne pas mon voisin, je commets une faute. Donc, j'ai pas le droit de le faire. La liberté, elle est canalisée. On ne fait pas ce qu'on veut, même si ça n'a pas de répercussions sur le reste. Vous évoquiez la liberté de 1789. Une fausse liberté. Cette fausse liberté, mais c'est aussi avant tout une liberté de commerce, puisque lors de la Révolution française, on a vu, c'est là que le principe de propriété a vu le jour, notamment. Oui, entre autres. Entre autres, mais enfin que disparition des corporations, avec l'ouvrier taillable, corvéable à Bercy, il serait toujours très intéressant d'étudier la loi Le Chapelier. Il faudrait toujours rappeler l'intégralité du nom, Isaac Le Chapelier. Alors ça peut être un protestant aussi, parce que souvent le protestantisme, qui est un judaïsme christianisé, donne des prénoms de l'Ancien Testament. Donc il faudrait voir. Mais la Révolution 89 est faite pour une oligarchie et faire en sorte que le français soit taillable et corvéable. Et ensuite, c'est le 19e siècle, vous avez des marmots de 8 ans qui vont travailler dans les mines. Et ça, ces gens-là qui se disaient défenseurs des droits de l'homme, se sont bien gardés de mettre en place des lois. Je rappelle que ce sont des catholiques style René Latour du Pin ou Albert Demain qui, à la fin du 19e siècle, ont encouragé et mis en place les premières lois sociales pour protéger les ouvriers. En Allemagne, vous avez le monseigneur Ketteler, je crois. Vous avez aussi un médecin qui s'appelait Schreber, on appelle ça les Schrebergarten, les jardins Schreber pour les ouvriers. Et vous avez eu des lois pour... parce qu'avec cette mentalité d'utilisation de l'homme comme un pur produit, pure machine, on avait enfin c'est même pas des excès, mais un comportement odieux. Et ça a aidé tellement le marxisme. Et là, Dieu sait, je défends l'Église catholique quand il y a des choses à défendre, mais il faut savoir aussi reconnaître les faiblesses. L'Église catholique s'est royalement plantée face au marxisme, où le monde ouvrier, dans sa grande majorité, a plongé dans l'idéologie marxiste. Là, l'Église catholique, elle a loupé le coche, mais alors de manière extraordinaire. Les hommes d'église n'ont pas été à la hauteur, sauf exception évidemment. Le monde ouvrier était marxiste et vérolé par ces idées-là. La faute à qui? Les hommes d'église. Ils ont été à côté de la plaque. Pierre Hillard, nous vous remercions d'avoir répondu aux questions du Cercle des Volontaires. Merci. Nous rappelons que vous venez de rééditer votre livre La marche irrésistible du nouvel ordre mondial. Et Minoritaire et journalisme, ça j'y tiens énormément, c'est mon premier livre, c'est lui qui m'a fait tout comprendre. Merci Pierre Hillard. Merci beaucoup. Au revoir. Bonsoir.